Public Sénat, en partenariat avec l'AFP, Les Échos, Radio Classique, présente... Nicolas Dupont-Aignan est l'invité de l'épreuve de vérité ici au Salon de l'Agriculture. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous donc à ce rendez-vous de Public Sénat avec l'AFP, avec Radio Classique, également avec Les Échos. Vous répondrez dans cette émission à 3 grandes questions, sachant que vous êtes ici, bien sûr, c'est un passage obligé pour un candidat à la présidentielle, vous le président de Debout la France. Hein. Oui, c'est tous les ans d'ailleurs. Vous reviendrez demain, pas simplement parce que jeudi, je serai là jeudi toute la journée. Jeudi, voilà. Et donc, pas seulement parce que c'est un passage obligé, parce que... Non, parce que chaque année je viens, même s'il y a beaucoup à dire sur le décalage entre la réalité, ce que vivent nos agriculteurs, et le salon. Voilà, ce qu'ils vivent, on sait, c'est pour beaucoup d'entre eux la misère. Ce sera d'ailleurs la première question que vous posera dans un instant Jean-Francis Pécresse. Comment sortir l'agriculture française de la crise et donc beaucoup d'éleveurs, notamment et d'agriculteurs de la misère. Deuxième question que vous posera Guillaume Dodin. Le climat actuel de la campagne présidentielle avec des invectives, avec des mises en cause, des magistrats, les médias, avec des violences également et puis des mots assez forts chez certains candidats. Est-ce que ce climat vous inquiète? Enfin, troisième question. La présidentielle sera-t-elle, selon vous, un référendum pour ou contre l'Europe? Vous répondrez tout à l'heure à Michael Zamès, mais d'abord une première question d'actualité. Nicolas Dupont-Aignan, la campagne présidentielle est également rythmée par les sondages. Ils sont quotidiens en ce moment. Vous les suivez? On les suit tous, on ne va pas faire semblant, mais on sait qu'ils valent rien. Ils ne valent rien? Non. Et alors, je vais vous dire pourquoi. Oui. Parce que les sondages, c'est une photographie à l'instant T qui est partielle. Souvenez-vous, M. Hamon, il était à 2% quand il a commencé sa campagne. C'est lui le candidat du Parti Socialiste. M. Fillon, il était à 8%. Et je ne parle pas des exemples étrangers. Donc, est-ce qu'on peut arrêter de parler que des sondages qui auto-entretiennent ceux qui nous gouvernent depuis tant d'années et qui nous font tant de mal? Je donne le chiffre vous concernant, puisque oui, vous le connaissez aussi bien. Entre 3 et 8 selon les sondages. Moi, je dis 3 plutôt, 3%. Oui, alors, on évidemment. se demande légitimement, où est votre espace politique? Eh bien, quand M. Fillon était face à M. Juppé et Sarkozy, vous, les journalistes, vous passiez votre vie à lui dire « Où est votre espace politique ?» Quand M. Hamon s'est présenté, tout le monde lui disait « Où est votre espace politique ?» Quand M. Trump s'est présenté, tout le monde ricanait en disant « Il est à 1%. » Alors, est-ce qu'un jour, on va arrêter de suivre des sondages qui sont payés par les grands partis et publiés dans des journaux qui appartiennent à certaines oligarchies? Donc moi, j'aimerais qu'on laisse les Français se positionner en fonction de ce qu'ils pensent et pas en fonction des sondages. Donc, laissez les Français juger. Tranquille. Ça veut dire que vous irez jusqu'au bout. Vous ne serez pas un second Yannick Jadot. Mais enfin, vous me prenez pour qui? J'ai des convictions à défendre. J'ai d'ailleurs, vous parlez des sondages, mais regardez aux dernières élections régionales, ça ce ne sont pas des sondages. J'ai fait près de 7% en Ile-de-France et mon parti a fait autant de voix que le front de gauche de M. Mélenchon. Donc pourquoi sortir toujours des sondages pour rabaisser les idées nouvelles? En vérité, vous savez, c'est un peu comme en économie. En France, je ne pense pas que Steve Jobs aurait inventé Apple dans son garage. On aurait dit, t'es petit, tu ne peux pas y arriver. Moi, je dis aux Français, c'est à vous de trancher, pas aux sondages. En tous les cas, un autre chiffre. Est-ce que vous avez vos 500 parrainages pour pouvoir vous présenter? On le saura à la fin de la semaine. Mais vous pouvez déjà nous dire que... Je fais appel aux maires, les maires parrainent et j'espère que très vite, on aura les parrainages. Maintenant, ça ne dépend pas de moi. Et je fais appel aussi à l'indépendance des maires. Parce qu'il y a certains partis qui ne veulent pas du tout que je sois candidat. Et c'est dur en ce moment là pour vous? C'est pas facile parce qu'il y a des pressions terribles, mais on les aura. Vous les aurez. Oui. Alors, en tous les cas, je ne serai pas là. Vous êtes un candidat déterminé, évidemment, Nicolas Dupont-Aignan. Et d'ailleurs, vous publiez dans quelques jours ce livre. Mon agenda de président, je vois 100 jours pour tout changer. Vous vous mettez déjà dans la peau de celui qui va entrer à l'Élysée. Personne n'a écrit un livre comme ça. Pourquoi j'ai fait ça? C'est pour que les Français aient l'idée précise de ce que je ferais pendant 100 jours si j'étais élu. Et il y en a tellement assez des promesses. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de Français qui croient aux promesses, à juste titre. Et en même temps, il y a des choix à faire fondamentaux pour les années à venir. Et je ne veux pas qu'on en reprenne pour 5 ans. Et tout est fait aujourd'hui, on va parler du climat de la campagne avec Guillaume Dodin, tout est fait
pour Oui. qu'on ne parle pas des vrais choix politiques à faire, des vraies solutions à apporter au pays pour qu'on vive mieux en France. On va les aborder bien sûr dans cette émission, hein, mais je note quand même que d'emblée vous dites que vous voulez tourner la page de tous les pouvoirs qui se sont succédés dans notre pays et vous les traitez carrément d'incapables et de corrompus. Oui, On en parlera aussi dans et on va en l'émission. parler, c'est la réalité. Alors maintenant j'accueille donc Jean-Francis Pécresse, le directeur de la rédaction de Radio Classique. L'épreuve de vérité avec Radio Classique et Les Échos. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Michel, bonsoir Nicolas Dupont-Aignan. Alors question simple et à la fois très compliquée. Bonsoir Monsieur Pécresse. Comment sauver l'agriculture française de la crise? Ah, tout simplement déjà en réglant la question majeure de la concurrence déloyale, en restaurant une organisation de marché, en protégeant nos agriculteurs, parce que ce qui est extravagant dans la situation d'aujourd'hui, c'est qu'on avait une politique qui marchait et que nos dirigeants incapables et corrompus, et je maintiens, ont détruit le cadre qui permettait aux agriculteurs de vivre. Je suis très bref. Qu'est-ce que vous entendez J'étais l'un par des là? seuls, Oui. Monsieur Pécresse. Mais concrètement, Concrètement, j'étais l'un des seuls Qu'est-ce à que vous voulez dire, dire? Ouais. sous Nicolas Sarkozy, quand François Fillon, Premier ministre, détruisait les quotas laitiers, que ça allait être une catastrophe industrielle, agricole. On m'a dit, non, la suppression des quotas laitiers, tout va aller bien. Eh bien, on a vu le résultat. Et quand j'ai demandé au président Hollande de revoir cette décision dramatique de l'Europe, il a dit, je ne peux rien faire. Quand on a supprimé les prix garantis du lait, et supprimé le système des quotas, on condamnait à mort des milliers d'éleveurs. On le savait, ils le savaient. Mais ils ne l'ont pas fait parce qu'ils obéissent à Bruxelles et qu'ils n'ont plus le pouvoir en France. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que Oui. vous, le souverainiste, vous êtes pour le retour à une politique agricole commune européenne? Je Est-ce que suis- vous défendez la PAC? Je l'ai toujours La PAC défendu. d'avant, mais la PAC. Non, j'ai toujours défendu l'idée d'une Europe organisée qui respecte les peuples, qui protège les nations. C'est-à-dire la première Europe. Une fois qu'on a construit la PAC, il y avait quoi? Il y avait une préférence communautaire, c'est-à-dire un protectionnisme communautaire. Il y avait un prix garanti, il y avait des organisations de marché. Et ensuite, les gouvernements français ont démissionné face à leurs partenaires et ont cédé. C'est-à-dire qu'on a détruit l'essence de la politique agricole commune et on a abouti à la pire des solutions, qui est un système dérégulé où on n'a même pas la protection que les éleveurs canadiens ou américains ont le droit d'avoir. Mais il faut bien une PAC, hein, il faut bien une Ça politique dépend. agricole Non, commune, pas oui ou obligatoirement. non? Alors, je vais vous dire, soit on refait une négociation et on restaure une vraie politique agricole commune. Et à ce moment-là, on la Avec garde. des quotas de production, c'est ça ce que vous Bien voulez? sûr, et des prix garantis. Des prix garantis pour que les éleveurs ne vivent pas les éleveurs seulement, ne vivent pas de subventions, mais de prix garantis. C'était l'esprit de la PAC. Soit on revient à des prix garantis. Oui, des prix garantis, des organisations de marché qui régulent. Et à ce moment-là, on garde la PAC. Soit nos partenaires ne veulent pas, et on renationalise la PAC. L'esprit de la PAC, pardon, c'était la régulation des volumes, c'était Oui. pas la régulation des Oui, prix. mais il y avait des prix eux-mêmes garantis, qui vous le étaient savez très bien. La conséquence de ça. Oui, c'était mais- surtout mais les deux la vont régulation ensemble. des productions. Pardonnez-moi, monsieur. Est-ce que quand vous Les entendez deux Marine vont Le Pen ce ensemble. matin, ici même, dire qu'il faut franciser les aides de la politique européenne, de la PAC, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Pas totalement, parce qu'elle part du principe qu'on ne peut plus rien reconstruire au niveau de la PAC. Et je pense qu'il faut d'abord essayer de reconstruire la PAC sur des bases solides. Et si on échoue, alors oui, il y aura toujours la possibilité de revenir à des aides nationales. Mais je pense, comme toujours, qu'il est préférable de renégocier la PAC, c'est-à-dire de mettre en place un système qui protège nos agriculteurs et qui fait que, comme au Canada, comme aux États-Unis, d'une autre façon, D'une autre façon, oui, très différente. oui, mais tous les pays protègent et financent leur agriculture. En tous les Et il n'y a cas. que l'Union européenne qui a détruit le système et qui met en péril de vie ou de mort nos exploitations et aussi nos éleveurs. Il y a ce chiffre terrible et je rendrai hommage jeudi aux centaines d'agriculteurs qui se sont suicidés. Il n'y en a plus. D'ailleurs, on ne donne même plus le chiffre, tellement ils ont peur d'avouer ce chiffre. Et vous savez,
Mais ce qui me rend... Non, juste un point. Oui, c'est très important. Ce oui, qui me rend mais mal moi à aussi, l'aise... c'est important. Attendez, ce qui me rend mal à l'aise dans ce salon, c'est de voir tous ceux qui vivent de l'agriculture, qui sont en train de faire crever les agriculteurs. Oui, mais les agriculteurs français... Et ça, c'est inacceptable. Oui, mais pardon, mais les Mais vous agriculteurs pensez à qui, là français, ils savent aussi ce qu'ils doivent à la politique agricole commune européenne. Et ils savent Mais que plus s'ils maintenant n'avaient pas les C'est pas vrai aides directes de la PAC, ils ne boucleraient C'est pas pas vrai leur fin Alors, de mois. Et Ils je vais vous boucleraient dire pas pourquoi leur c'est pas vrai. Ben écoutez, vous allez Attendez, répondre, non, mais je vais répondre tout de suite. vous allez répondre à la présidente par intérim de la FNSEA, justement, qui Très exprime bien. ce point de vue. C'est Christiane Lambert, et qui rejette donc effectivement les anathèmes contre l'Europe, d'ailleurs à l'instar de son prédécesseur Xavier Belin, à qui j'en profite pour rendre hommage. Les États-Unis sont grands, l'Amérique du Sud est très grande et organisée. Les pays d'Asie qui sont en pleine croissance sont organisés pour être puissants et solidaires. La France ne peut pas rester isolée. Le repli serait pas une bonne chose pour l'agriculture française, qui échange beaucoup, commerce beaucoup et qui tire aujourd'hui beaucoup de la valeur qu'elle génère, justement des marchés européens. Nous exportons d'abord vers l'Europe. Donc les agriculteurs français veulent mieux d'Europe. Mais ça veut rien dire, on nous répète ça depuis 20 ans. On nous répète ces âneries depuis 20 ans. Je le dis parce que il n'est pas question de fermer tout. Il est question d'avoir une concurrence loyale. Quand vous acceptez que des produits cancérogènes arrivent sur le sol français, quand vous acceptez que des agriculteurs européens utilisent des produits interdits en France, que d'un côté vous avez des normes très élevées en France et de l'autre une concurrence déloyale, quand vous cassez les quotas laitiers et que vous cassez toute l'organisation de marché, c'est l'Europe, elle est belle cette Europe-là. L'Europe, c'est ce qu'on en fait. Et c'est pas en ayant ce type de discours... Oui, mais pour Madame Lambert, l'Europe, c'est Mais une pour Madame possibilité Lambert, fantastique d'exportation. eh bien, en attendant... Vous citez par exemple le lait. Mais on j'ai produit- jamais dit... Attendez, je veux répondre. J'ai jamais dit qu'il fallait pas d'Europe. J'ai dit que quand il y a un tiers des agriculteurs qui gagnent moins de 350 € par mois, qu'il y a un agriculteur qui se suicide tous les 3 jours, ces paroles sont indignes. Indignes. Parce qu'il y a un moment où il faut protéger des gens qui sont en train de mourir. Ce sont les paroles de la première Et organisation alors, j'en ai rien à professionnelle. faire. Oui, mais est-ce que Et je vais vous dire, la votre première remède, organisation pardon, professionnelle, est-ce que les votre- agriculteurs commencent à en avoir assez, qu'elles ne les défendent pas. Et c'est pas en répétant l'Europe, l'Europe, l'Europe qu'on va y arriver. Il faut organiser l'Europe. Il ne s'agit pas de se refermer, il s'agit de défendre nos intérêts de manière calme, déterminée, et de permettre à nos agriculteurs d'avoir un prix rémunérateur, d'éviter que la grande distribution les exploite, d'alléger les charges salariales. En un mot, un plan de sauvetage complet que je propose. Et c'est pas en répétant l'Europe, l'Europe qu'on va y arriver, c'est au contraire en soignant les mots et en étant ferme à Bruxelles. C'est avec des discours comme ça depuis 15 ans qu'on a le désert agricole français. Donc il y a un moment, il faut arrêter. Et j'invite les électeurs à l'élection présidentielle à se prendre en main et à arrêter ces bavardages. Nicolas Dupont-Aignan, est-ce que vous ne vous dites pas quand même par moment que votre remède risque d'être pire que le mal? Pas du tout. Est-ce que renfermer l'agriculture Mais française pourquoi sur vous ses parlez de frontières alors que renfermer? c'est le deuxième exportateur Mais j'ai européen, jamais dit. Mais est-ce que vous ne vous dites pas vous que c'est... confondez deux choses. Non mais Il y a 9 milliards. Attendez. On donne à l'Union européenne par an 21 milliards. 21 vous le savez. milliards, on en reçoit 14. On en reçoit 13 ou 14. Ouais, 14. Dans ces 13 Et ou la PAC 14... est bénéficiaire pour la France. Attendez, non. Dans ces 13 et 14, il y a les 9 de la PAC. Mais c'est de l'argent français. Donc quand on va commencer à faire comprendre aux Français que quand on marque c'est de l'argent européen, c'est faux. C'est leur argent qui part à Bruxelles. Bruxelles en garde le tiers pour subventionner nos concurrents. C'est-à-dire que l'argent des Français subventionne nos concurrents et on nous renvoie de l'argent et là on nous dit vous Mais devez pas dire nos merci. concurrents, c'est le même marché, c'est Non. un seul marché nos européen concurrents, de 500 excusez-moi. millions de consommateurs. Oui, On a le sentiment que vous mais voulez pas du tout. ramener ce marché Mais pas du aux tout. consommateurs Mais- français qui ne payent pas Mais notre la marché... création de valeur, qui ne payent pas les Excusez-moi, produits mais il y agricoles a quelque chose français que à vous leur ne- juste valeur. Vous ne comprenez pas une chose, le marché, il n'est pas seulement européen, il est mondial. Bien sûr qu'il est mondial. Eh bien alors, est-ce que Et vous donnez pour de nous, l'argent il aux est d'abord États-Unis? européen. Est-ce que vous donnez de l'argent au Japon? Est-ce que moi je Non, mais on n'a refuse pas de droit donner douane de avec- l'argent? On n'a pas de droit de Je douane avec l'Europe. refuse. Pardon. Il n'y en a pas non plus avec les autres. Je refuse de donner de l'argent à des pays qui, avec mon argent, suppriment les charges sociales et nous renvoient des travailleurs détachés qui ne payent pas les charges sociales en France. C'est surréaliste ce qui se passe. Je ne suis pas contre l'Europe.
Je suis contre un système qui nous tue à petit feu, qui nous met en concurrence déloyale. Et on n'a pas le droit de le dire en France. Mais est-ce qu'on ne peut pas, de manière raisonnable, prévoir des organisations de marché qui nous protègent? Par exemple, dire à Bruxelles, maintenant ça suffit, on va avoir un système de protection communautaire, on va rétablir des quotas et des prix garantis, et si vous ne le voulez pas, on s'en va. Et vous ferez sans nous. Et je peux vous dire que les 8 milliards qu'on leur donne, ils leur servent beaucoup. Et ils les payent en plus, à des salaires exorbitants. Il n'y a pas une personne à Bruxelles, ni à Paris, dans les médias, dans la vie politique, qui accepterait d'être payé moins de 350 € pour travailler 70 à 80 heures par semaine. Il n'y a pas une personne qui accepterait ça. On est tous d'accord là-dessus. Eh ben, on n'est pas tous d'accord puisqu'on a pris les mesures. On a pris les mesures pour affaiblir nos agriculteurs. Donc maintenant, vous savez, c'est une question de survie. Et j'ai un projet politique pour que justement on réforme l'Europe, qu'on tape du poing sur la table, qu'on ait des dirigeants qui défendent les Français. Donc on va le faire tout seul, ça, parce qu'on n'a aucun partenaire européen qui nous suive dans cette voie-là. Mais ils vont nous suivre. Mais aucun ne nous moi, suit. Je ne suis pas défaitiste. Aujourd'hui, ouais. Mais ils nous suiveront, sinon on s'en va comme les Anglais. L'Europe du Nord, notre modèle de politique agricole aujourd'hui, ça leur convient très bien. Donc, ils feront sans nous. Ouais, ils feront sans nous. On s'en passera. D'accord. Très bien. Merci Jean-Francis. Merci Nicolas Dupont-Aignan. Merci. Vous avez eu des mots très durs tout à l'heure. Très durs et je les assume. Sur certaines enseignes, j'imagine, ou certains organismes qui sont ici représentés sur le salon. Vous dites c'est eux qui font crever les paysans. Oui, mais à qui pensez-vous précisément? Je pense à une certaine grande distribution, je pense à ces sociétés comme Lactalis, je pense à toutes ces sociétés qui ont des stands absolument magnifiques ici. Mais s'il n'y a pas derrière des gens qui bossent, qui triment, qui se sacrifient, ils sont quoi eux? Et j'aimerais que l'État, le pouvoir politique, à un moment, fasse régner un peu de justice dans notre société. Et je peux vous dire que de payer le lait 4 à 5 centimes de plus ne va pas empêcher toutes les enseignes qui ont des belles enseignes dans ce salon de vivre. Et c'est le rôle de l'État, c'est le rôle du pouvoir politique à un moment de défendre son peuple. Et ça n'enlèvera rien aux grandes enseignes, mais c'est ce qu'on appelle les règles. Très bien. Il y a des règles dans la vie. En République, il y a des lois. Voilà. Et les lois ne doivent pas être faites pour les puissants en laissant mourir les faibles. La suite de l'épreuve de vérité avec Guillaume Daudin de l'agence France Presse qui nous rejoint maintenant. L'épreuve de vérité avec l'AFP. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Votre question à Nicolas Dupont-Aignan, candidat pour la seconde fois à l'élection présidentielle. Bonsoir Monsieur Dupont-Aignan. Bonsoir Monsieur Daudin. On voulait revenir avec vous sur les déclarations de François Fillon sur le climat de guerre civile dans la campagne. On a eu les concerts de casseroles à la fin de plusieurs de ces meetings. On a eu les manifestations avec le Front National à la fin du meeting de Emmanuel Macron à Toulon. On a eu les bus dégradés du Front National à Nantes ce week-end. Est-ce que vous partagez ce constat de François Fillon sur le climat de guerre civile? Je pense que les paroles sont très excessives. Parler de guerre civile, c'est excessif. En revanche, il y a un climat de tension. Et je pense qu'il y a le climat de tension parce que le débat n'est pas là encore. Et pas vous personnellement, les médias ont une immense responsabilité, et les hommes politiques aussi. C'est que si on ne parle pas des solutions, si on n'échange pas, personne n'a la vérité révélée. Mais s'il n'y a pas ce débat, on est à moins de 60 jours de la présidentielle et les vrais sujets ne sont pas abordés. Et donc, il y a une crispation populaire. Le sentiment que finalement, à quoi ça sert de voter? À quoi ça sert la démocratie? Puisque ce sont toujours les mêmes qui parlent, qui s'expriment, et ceux qui ont des idées un peu différentes, on les fait taire. Alors, écoutez, et j'en sais quelque chose, et on parlera sans doute de ce scandale du débat TF1 on va y revenir. Du 20 mars. Écoutez, c'est un reflet de ce que vous dites, cette frustration des Français par rapport à ce débat. Ce sont ces éleveurs, ces agriculteurs qui s'expriment sur le salon et qui effectivement restent sur leur faim en ce moment. On est carrément encore hors sujet. C'est une place à prendre, ils se battent tous pour l'avoir. Ils promettent tous des grands programmes, des révolutions complètes à chaque fois. Et à chaque fois, la déception est la même, quoi. À l'heure actuelle, il y a quand même des sujets qui viennent troubler cette campagne présidentielle, qui sont quand même de dernière minute relativement un peu nuisibles, je dirais. On se focalise sur des affaires plus ou moins judiciaires en cours ou à venir. Et puis les sujets
qui me semble important, c'est-à-dire bon, la France, mais surtout la France dans l'Europe, mais surtout l'Europe dans le monde. Enfin, c'est ça le... On parle que des casseroles, que des affaires. Les vrais problèmes de politique, on ne les aborde pas. Les vrais problèmes que les gens voudraient que ce soit traité, je pense, ne sont jamais abordés. Voilà, propos recueillis par Quentin Calmet tout à l'heure, Guillaume. Voilà, on a ce monsieur qui parle des casseroles judiciaires et il y a François Fillon et Marine Le Pen qui sont un peu visés par ces affaires judiciaires, qui ont proposé une solution. En gros, c'est la trêve judiciaire pendant la campagne. Est-ce que c'est une bonne solution pour vous? Je ne crois pas. Quand il n'y a pas d'action judiciaire, on dit la justice n'est pas indépendante. Quand il y en a, certains s'en plaignent. Moi, écoutez, à Debout la France, il n'y a pas de casserole. À Debout la France, on a des propositions. J'étais le seul dans l'hémicycle quand même il y a 15 jours. Et je n'ai pas vu les députés républicains de M. Fillon et je n'ai pas vu les députés Front National pour voter le casier judiciaire vierge pour se présenter aux élections. Tiens, il n'y avait pas grand monde, on était 20. Et il a fallu même se battre contre le gouvernement. Donc moi, je fais des propositions. Je suis candidat différent parce que je suis un homme politique profondément différent d'eux. J'ai rompu avec eux il y a 10 ans. J'ai pris mes risques. J'ai ramé. Il y a de plus en plus de Français qui me soutiennent. C'est beaucoup plus dur que pour les autres. On me demande 10 fois plus d'efforts pour avoir le même temps de parole. J'en suis à 100 fois moins de temps de parole. Et je suis convaincu qu'il y a une voie pour la France. Mais et donc, qui se démerde avec leur casserole, mais moi, je veux proposer des choses différentes aux Français. C'est tout. Après, les Français jugeront. Mais de fait, dans le débat public en ce moment, il y a ces affaires judiciaires. Pour vous, la justice ne doit pas s'arrêter. Mais elle ne doit pas s'accélérer avant les élections et elle ne doit pas s'arrêter. La seule remarque que je fais, c'est que si la justice traînait pas tant au fil de l'année, peut-être qu'il se réveillerait moins vite au dernier moment. En tous les cas, vous êtes sur la ligne. Ce que j'aimerais, c'est que la justice, elle passe naturellement et qu'elle ne soit pas si longue. Parce que le problème judiciaire français, que ce soit d'ailleurs pour le petit délinquant ou le délinquant en col blanc, c'est qu'on attend des années et que comme on attend des années, on ne sait jamais où on en est. Et ça profite au gros. Et ce que j'ai trouvé scandaleux, c'est le vote qui a eu lieu où la prescription des délits financiers a été arrangée par le monde politique et financier tout récemment. C'est quand même extravagant ce qui s'est passé. C'est-à-dire que la prescription a été allongée pour les crimes et les délits. Et pour les délits financiers, alors là, ça a été remis au point de départ et non au point de naissance de l'infraction et pas à la découverte. Alors, on sait que vous êtes plutôt... C'est quand même un peu gonflé de la part de certains. On a l'impression, juste fini, on a l'impression que la classe politique fait tout pour se faire détester. Bon, une question. On sait que vous êtes plutôt avare en compliments envers François Hollande. L'affaire François Fillon et la rapidité de l'enquête, c'est peut-être un bon point que vous pouvez donner à François Hollande pour la création d'un parquet national financier. Le parquet financier, je l'avais réclamé. Donc, il a été créé. Oui. Donc, mais encore une fois, moi je souhaite un pays apaisé. Et entre nous, les hommes politiques qui ont des casseroles ne devraient pas être candidats. Le problème là, c'est qu'on ne sait pas, on ne sait pas s'ils sont coupables ou pas. Donc on est dans l'entre-deux. En attendant, parlons de ceux qui n'en ont pas peut-être une fois. Bon, alors... Parce qu'il n'y a pas que des hommes politiques qui ont des casseroles dans la vie. Il y a plein d'élus locaux qui bossent, qui sont remarquables, qui se dévouent au bien public. Mais ceux-là, on n'en parle jamais puisque les partis n'ont pas su faire le ménage. Alors le climat de la campagne ne tourne pas seulement autour des magistrats, des affaires, heureusement, il y a autre chose. Mais également des fonctionnaires et des médias. Alors on va en parler également, hein, Guillaume. Voilà, les médias, vous reprochez à TF1 de ne pas vous inviter lors du premier grand débat de la présidentielle. Je crois que vous allez porter plainte, vous avez porté plainte. Mais je trouve... Qu'est-ce que vous avez fait exactement? D'abord, j'ai saisi le CSA, qui se détermine demain. Si le CSA ne fait pas respecter la loi sur l'équité, qui demande de prendre en compte les derniers résultats électoraux, j'ai fait autant de voix que le Front de gauche, je devrais être invité. TF1 ne se base que sur des sondages. Eh bien, si le CSA ne rappelle pas alors TF1, je saisirai le Conseil d'État pour cette affaire. Vous avez le sentiment de manquer d'invitation médiatique, c'est ça? Comment? Vous avez le sentiment de manquer de passage médiatique? Je regarde les chiffres. L'équité, c'est quoi? L'équité, c'est que j'ai fait 4% aux dernières européennes et régionales. Je devrais avoir mon parti 4% d'antenne. C'est ça l'équité. Vous savez à combien je suis là? Pour les 19 premiers jours? L'année dernière, 0,3% sur TF1. RTL, France Inter, 0. 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la vie politique française, on ne veut pas qu'émergent des courants nouveaux. On ne veut pas que les Français aient le choix. Et on les rend prisonniers d'un dilemme
Soit on continue avec ceux qui nous ont tués à petit feu, soit on part au Front National. Et on nous ressort toujours le même dilemme, le même piège politique. Moi, je demande que les Français aient le choix. Je ne demande pas l'égalité, j'en suis même pas là. Je demande l'équité. Et je vous ferai remarquer que ce sont les socialistes qui ont supprimé l'égalité du temps de parole pendant 5 semaines. Alors, elle ne sera plus que pendant 15 jours. Est-ce que la faible présence de votre parti Debout la France dans les médias, est-ce que c'est pas le signe que vous êtes le seul cadre, la seule tête d'affiche connue de ce parti? Il y en a plein qu'on propose. Je vais vous donner un exemple. Anne Boissel, vice-présidente de Debout la France, agricultrice, éleveuse laitier, maire, présidente d'une communauté de communes dans le Calvados, une femme remarquable. Elle est passée dans certaines chaînes que je ne citerai pas. On veut la faire inviter, on lui dit « Ah, elle n'est pas députée ou sénateur ». Ah, alors comment elle va se faire connaître? Vous, avant d'être un grand journaliste, vous avez bien été un petit journaliste. Et vous avez commencé, on vous a donné une chance à l'AFP. Pourquoi les Français sont désespérés de la vie politique? Parce qu'on ne fait pas émerger des nouveaux visages. Tout est fermé, cloisonné, et vous le savez bien. Moi, je réclame juste que des personnalités comme Anne Boissel puissent s'exprimer, que j'ai des centaines d'élus locaux réélus à 80% des voix. Mais pourquoi on entend toujours les mêmes? Expliquez-moi. À ce jour, je crois que TF1 maintient son projet le 20 mars d'un débat uniquement avec les 5 favoris. Et j'appelle les Français à boycotter cette chaîne. Boycotter TF1. Oui, parce que c'est pas le cas Dupont-Aignan qui est en cause. C'est la vision qu'on a de notre démocratie. Si, d'ailleurs, je remarque que TF1 et France 2 invitent tous les candidats, notons-le. Mais pourquoi TF1 alors a invité M. Hamon, qui était à 2% pour la primaire? Et ils avaient Pourquoi convenu d'inviter tous les candidats, en fait. Ils avaient convenu d'inviter tous les candidats de la primaire. Alors, il y a 4 millions de Français républicains qui ont eu le droit d'avoir 3 débats avec tous les candidats et de se forger une idée. Et les 46 millions de Français, eux, ils n'ont pas le droit de circuler. Moi, je vais vous dire pourquoi tout ça est fait. Je vais vous dire la vérité. C'est qu'il y a un conflit d'intérêts majeur entre la chargée de communication de M. Fillon et le PDG de TF1. Madame Méo conseille M. Pélisson depuis 15 ans. Et vous allez me dire pourquoi, et ça j'en parlerai dans mon recours juridique. Comment on peut accepter qu'une chaîne ait son président conseillé par la même conseiller communication qu'un leader, qu'un candidat à la présidentielle, et que comme par hasard on exclut le seul candidat de droite différent de M. Fillon. Anne Méo dirige une société depuis des années qui conseille des tas de sociétés du mais CAC comme 40. par hasard, celle de TF1 qui exclut un concurrent de M. Fillon. Et il y aura 3 candidats de gauche, et il n'y en aura que 2 de droite. M. Fillon ou Mme Le Pen. Donc vous la mettez directement en cause. Je mets directement en cause le conflit d'intérêts entre TF1 et Mme Méo, qui est la conseillère de M. Fillon. Vous êtes persuadé de pouvoir faire plier TF1 au bout de ce combat? Mais c'est pas moi qui vais faire plier TF1. Moi, je ne suis pas grand-chose face à cette puissance, face à ces puissances d'argent. Mais en revanche, les Français, ils sont beaucoup. Et vous savez, les Français, ils en ont assez de cette injustice entre les PME et les multinationales, entre l'éleveur laitier et la centrale d'achat, entre ceux qui travaillent dur et qui n'ont droit jamais à rien. Alors, et moi, je défendrai, je serai le porte-parole des petits pendant cette campagne. Et ils méritent d'être entendus. Alors, dans ce climat de campagne un petit peu délétère, il y a eu hier les propos de Marine Le Pen sur les fonctionnaires, où elle a dit, avant-hier, en meeting à Nantes, qu'ils devaient faire attention à ce qu'ils faisaient, parce que leur responsabilité pourrait être mise en cause si jamais elle arrivait au pouvoir. Qu'est-ce que vous pensez de ces propos? Vous savez, souvent, on me demande ce qui me différencie de Marine Le Pen, parce que je suis patriote aussi. Je veux changer l'Europe aussi. Et je dis souvent, et souvent les journalistes, pardonnez-moi, vous ne comprenez pas toujours, vous faites semblant, pas méchamment, pour me pousser dans mes retranchements, et vous me dites, oui, mais qu'est-ce qui vous différencie? Et je dis toujours, ce qui me différencie fondamentalement, c'est que je ne ferai pas du tout le ménage de la même façon. Parce que, parce que je suis gaulliste. Vous ferez le ménage? Attendez, la suite. Parce que je suis gaulliste, républicain social, et que je veux rassembler les Français. Et que j'ai un programme sans excès. Et donc, ce type de parole, vous ne l'entendrez jamais dans ma bouche, parce que c'est pas du tout mon état d'esprit. Dans votre livre, là, vous ne demandez pas aux fonctionnaires pour les 100 premiers jours de faire allégeance au pouvoir que vous incarnez. Je suis républicain, et je vais vous dire, je crois qu'il faut tout changer, mais sans tout casser. Il faut changer en rassemblant les Français. Mais quand on il y a des bonnes idées, vous savez, tout n'est pas... Je crois qu'il faut prendre le meilleur de partout, et
avoir une ambition pour notre pays et rassembler les Français et on va y arriver. Mais quand le un pays parti peut se s'en fait sortir. menaçant, comme le Front National Eh ben, envers ça les me plaît fonctionnaires, en leur disant Ben, qu'il ça me faudra plaît faire pas. allégeance, est-ce c'est pas que bien. c'est, comme le dit par exemple Aurélie Filippetti, du fascisme? Attendez. Est-ce qu'on peut éviter les excès? Les excès de Madame Le Pen, les excès de Madame Filippetti. Moi, je propose une nouvelle ambition pour mon pays avec les Français. Et je suis le seul à vouloir me débarrasser du système sans pour autant avoir les excès du Front National. Voilà. Je suis comme ça. On ne changera pas. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Guillaume Dodin, troisième partie de l'épreuve de vérité. Maintenant, on change de thématique. Enfin, pas complètement. Pas complètement. Avec Michael Zamès de Public Sénat qui nous rejoint. Bonsoir Michael. Bonsoir Michel, bonsoir Monsieur Dupont-Aignan. Est-ce que cette élection présidentielle pour vous est un référendum pour ou contre l'Union européenne? C'est pas que ça, parce que je voudrais quand même rappeler ce que c'est qu'une présidentielle. On élit la personnalité qui nous représente, qui incarne la France, qui élève le débat. Et dans cette campagne, c'est pourquoi j'avais envie de débattre avec les autres. Quelle est notre philosophie de l'action? Comment on veut hisser le pays? Comment on veut rassembler les Français? Je veux dire, il faudrait peut-être prendre un peu de hauteur. Alors, oui, Monsieur Dupont-Aignan, c'est aussi un débat. Vous entendez les pro-européens, les anti-européens. Vous avez raison. Je crois que le débat ne sera moins droite-gauche, mais il va être plus, est-ce que la France est encore maître de son destin? Et est-ce qu'on l'est de manière paisible ou plus excessive? Je voudrais que la France... c'est quoi? Attendez, C'est je l'Union voudrais européenne? que la France reprenne son destin en main. Je suis patriote, humaniste. Voilà, je suis patriote, humaniste. C'est votre définition du candidat Nicolas Dupont-Aignan, Oui, patriote un gaulliste. humaniste. Ben, un gaulliste, c'est quoi? C'est un patriote qui défend les Français et la France, mais qui le fait avec générosité et en rassemblant. Est-ce que si jamais on vous dit populiste, c'est quelque chose que vous prendrez mal? Non, parce que la critique de populiste est tellement faite par des gens qui méprisent le peuple et qui s'assoient dessus que je m'en fiche. En revanche, je crois que le débat aujourd'hui, c'est comment on reconstruit notre pays et pas seulement comment on proteste. Mais il y a une autre définition de populiste. Il ne faut pas seulement protester, il y a une autre définition de populiste. Hein. C'est celui qui agite le miroir aux alouettes devant les électeurs en proposant des solutions qui n'en sont pas, oui, mais qui attention. sont parfois pires que la situation. Oui, mais alors là, c'est un excès de la critique, parce que je prends mon exemple, j'ai un projet, et j'aimerais qu'on en parle de mon projet, 2 millions d'emplois, 1 million relocalisés, 1 million créés, l'augmentation des petites retraites. Par exemple, l'augmentation des petites retraites, vous pourriez dire populiste. Et pourtant, je le finance 100 € par mois pour les 6 millions de retraités qui sont dans la misère, et je le finance sans que ça coûte 1 centime au budget de l'État, en prenant l'excédent des 8 milliards dont on parlait à l'Union européenne, que je remets dans le budget national. Ça coûtera rien. On va relancer le pouvoir d'achat des retraités modestes. On va leur permettre de vivre dans la dignité. C'est une mesure possible, et je veux convaincre les Français qu'on peut la mettre en œuvre. Donc, dès qu'on propose quelque chose, on nous dit populiste. Non, s'occuper des Français, les défendre sans excès, dans un bon esprit républicain, c'est pas être populiste. Vous enlevez les 8 milliards d'euros, on se retranche donc derrière nos frontières. C'est le protectionnisme à la Donald Trump? Mais non. Dans l'Union européenne, excusez-moi, dans l'Union européenne, tous les pays ne subventionnent pas leurs concurrents à ce montant-là. La France est le 2e contributeur, 8 milliards. Moi, je n'accepte pas, compte tenu de l'état de pauvreté de notre pays, alors qu'on a 6 millions de vrais chômeurs, je n'accepte plus qu'on donne 8 milliards par an, qu'on ait écrasé les Français d'impôts pour financer des pays qui aujourd'hui se servent de notre argent pour nous concurrencer avec déloyauté, pour accélérer les délocalisations et pour envoyer chez nous 500 000 travailleurs détachés qui se substituent à nos PME et à nos artisans. Mais il y a un moment, je dis que nos dirigeants sont devenus complètement fous. Nicolas Dupont-Aignan. Et c'est quand même normal que je propose des choses à l'élection présidentielle qui sont réalistes. Ça n'empêchera en rien de travailler avec nos amis européens, mais il n'y a pas de raison qu'on les subventionne avec notre argent. Dans votre livre, oui. Mon agenda de président, on lit que le premier voyage que vous accordez, normalement quand on est président de la République, souvent on va vers l'Allemagne. Votre premier voyage, il est vers Theresa May, vers les Britanniques, qui ont donc
acté le Brexit. Oui. Pourquoi? Parce que j'en ai assez d'avoir des chefs d'État qui sont les petits soldats de Madame Merkel. Je respecte l'Allemagne, je veux une bonne entente avec l'Allemagne. Qui sont les petits soldats de Madame Merkel? Tous nos gouvernements depuis 20 ans. Je veux une relation d'égal à égal avec l'Allemagne, c'est-à-dire un partenariat fondamental pour l'Europe. Je ne suis pas du tout hostile à l'Allemagne, mais j'estime que c'est le rôle des dirigeants français de défendre nos intérêts, c'est-à-dire à un moment de dire stop, on ne joue plus avec des règles du jeu déloyales qui nuisent à l'Europe et d'ailleurs font détester l'Europe. Est-ce que vous saluez... Et je crois qu'on peut construire une belle Europe avec des projets industriels, avec des projets agricoles. Donc pas de Frexit, quoi. Hein. Si vous allez tout de suite dans la capitale du Brexit, mais ce n'est pas pour prôner la sortie de la France. Attention, c'est pour dire une chose très simple à nos partenaires. Quel est le message? Et envoyer un signal. Soit on revoit tous les traités, on annule les travailleurs détachés, on remet de la loyauté de la concurrence, c'est-à-dire un tunnel fiscal et social pour éviter la concurrence déloyale de l'Irlande, du Luxembourg. On met fin aux paradis fiscaux au sein de l'Union européenne. Et à ce moment-là, moi, je serai le meilleur des Européens. On renégocie. Et j'ai même proposé un traité alternatif. Soit nos partenaires ne veulent pas, on s'en va. Et rien que ça, vous savez, ça va changer la face de l'Europe parce qu'enfin, il y aura un chef d'État qui proposera une Europe alternative qui permet à la France et au peuple français de vivre dignement de son travail sans pour autant être soumis et appauvri. Petite question, est-ce que vous saluez Emmanuel Macron qui s'est rendu voir Theresa May? Mais la question, c'est pas d'aller voir Theresa May. La question, c'est de savoir pourquoi faire. Monsieur Macron ne veut rien changer. C'est le fils spirituel de Monsieur Hollande qui a simplement un visage plus souriant et beaucoup moins d'années. Et qui, ensuite, je pense, est assez malin pour faire croire à tout le monde qu'il va leur donner satisfaction. Mais quand on va voir la vraie politique de M. Macron, et je dirai les choses, on verra que c'est la poursuite en pire de ce qui s'est fait depuis 15 ans. Je suis l'anti-Macron. Vous êtes l'anti-Macron? L'anti-Macron en termes de politique industrielle, de relocalisation, de protection de notre agriculture, de contrôle des migrations. Je veux une France qui défende ses concitoyens. Je veux un choc de productivité relocalisé en baissant l'impôt sur les sociétés, mais uniquement sur les bénéfices réinvestis. Monsieur Macron dit la même chose aujourd'hui. Il veut un choc de productivité. Mais pardonnez-moi, pour l'industrie française. Est-ce que vous pouvez aller au bout de la logique? Non, parce que c'est toujours la même chose. La différence, c'est que moi, je veux qu'on aide davantage les entreprises qui investissent en France que celles qui investissent à l'étranger. Et ça, c'est interdit par l'Union européenne. Puisque vous êtes donc il faut revoir les règles et reprendre notre liberté. Puisque vous vous dites aujourd'hui l'opposé, l'antithèse donc d'Emmanuel Macron. Mais j'aimerais un vrai débat avec lui d'ailleurs, ça serait intéressant. Vous sollicitez aujourd'hui, vous demandez un débat. Mais ça serait magnifique parce que c'est un homme intelligent qui a une vision d'une Europe intégrée, d'une France banalisée. D'ailleurs, il a dit qu'il n'y avait pas de culture française. Un débat Emmanuel Macron, Nicolas Dupont-Aignan. Vous lancez l'invitation. Je suis certain que ça intéresserait les Français de voir deux personnalités qui ne sont pas passées par les primaires, parce qu'on a vu que c'était une escroquerie des vieux systèmes, mais qui ont deux visions de l'Europe et de la France différentes. En démocratie, chacun est respectable. Ce qui n'est pas respectable, c'est de ne pas avoir de débat. Alors sur l'Europe, vous demandez donc une renégociation des traités, un peu comme Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs. Hein. Mais c'est plutôt Marine Le Pen qui vous fait les yeux doux depuis quelques semaines, Nicolas Dupont-Aignan. Et oui, et la porte est ouverte. Je valais rien, alors c'est déjà extraordinaire. Ah ben son regard sur vous a changé. Et elle vous a dit que la porte était ouverte et elle reste ouverte. Elle va bientôt s'ouvrir, c'est sûr. C'est ce que vous a dit tout à l'heure, hein, Michael. Marion Maréchal Le Pen. On l'écoute et vous réagissez. Mais moi je crois que ces portes s'ouvriront dans un cadre très particulier qui est celui vraisemblablement de l'entre-deux tours de la présidentielle. Parce qu'il est évident qu'aujourd'hui, selon la conjoncture, si Marine Le Pen arrive à s'imposer dans un deuxième tour comme l'alternative face à un candidat de gauche, j'imagine, et je l'espère fortement, qu'une partie de ce qu'on appelle la droite nationale conservatrice, incarnée à la fois en politique par des personnalités, vous l'avez dit, comme Henri Guénaud, Jacques Millard, voilà, il y en a un certain nombre aujourd'hui parmi les députés, mais aussi à l'extérieur de la politique par des gens comme Philippe de Villiers,
viendront à la raison et, je l'espère, accepteront cette main tendue. Parce qu'il s'agit aujourd'hui du destin de la France et pas uniquement de postes de carrière. Après... Un message que vous leur lancez ce matin? Oui, mais c'est un message que nous leur lançons depuis très longtemps. Et c'est d'ailleurs dans cette optique d'ouverture et d'assemblement que Marine Le Pen a d'ores et déjà annoncé que son gouvernement ne serait pas un gouvernement frotto-frontiste, et que même son Premier ministre ne serait pas nécessairement issu des rangs du Front National, parce que nous avons bien conscience qu'on ne pourra pas gouverner seul. Ça paraît être une évidence. Mais écoutez, je suis candidat à l'élection présidentielle. Je suis candidat à l'élection présidentielle. Je ne suis pas marchand de tapis. Et je veux offrir aux Français un choix différent et j'attends le premier tour parce que je suis convaincu que la moitié des électeurs français, ça pour le coup les sondages sur 1 sur 2 ils ne peuvent pas se tromper, n'ont pas choisi et qu'il va y avoir des surprises. Alors laissez les élections se passer. Je n'ai pas à répondre, je suis candidat. Pas la main tendue de Marion Maréchal Le Pen. Arrêtez de me parler de X ou Y. Je suis candidat à l'élection présidentielle. Elle vous interpelle directement. Mais moi, je vous réponds, je m'adresse aux Français. Et les Français choisiront le patriotisme qu'ils préfèrent ou l'esprit de soumission d'un vieux système pourri. Et je pense que le patriotisme humaniste de bon sens que je propose est meilleur que celui du Front National, sinon je ne serais pas candidat. Mais vous dites qu'il va y avoir des surprises au cours de cette élection. Oui, il y a une inquiétude qui monte à l'étranger particulièrement sur une possible victoire de Marine Le Pen au second tour. Nicolas Dupont-Aignan, est-ce que vous avez cette angoisse d'une victoire de la présidente du Front National? J'ai l'angoisse de voir mais là, ma question, c'est sur... Elle est précise, la question, attendez, Dupont-Aignan. Moi, je réponds ce que je veux, encore. Ah, bah la question, quand même, appelle une réponse. Je vous réponds que moi, j'ai l'angoisse de voir une élection présidentielle manipulée par un système aux abois qui veut nous rendre prisonniers d'un choix impossible. Et je veux offrir aux Français un vrai choix pour un beau patriotisme républicain et social avec des solutions sur l'emploi. On en a peu parlé, vous m'avez parlé des autres, mais pas de mes propositions. Sur l'hôpital public, sur la santé des médecins, les médecins dans zone rurale. Sur le monde rural, on est au salon de l'agriculture qui est en train de mourir. 1/3 des Français sont abandonnés. Les Français pourront lire votre livre si vous souhaitez. Oui, ils pourront lire, mais c'est curieux. Quand vous invitez les autres, on pose des questions sur leur programme, moi on me pose des questions sur les autres. Il y a une question qui revient. Les autres, vous les voyez assez. Non, monsieur Dupont-Aignan. Je vous demande... Non, attendez. J'ai des propositions sur l'école publique, l'instruction publique. Avec un ministère de l'instruction publique. J'ai des propositions concrètes pour redonner confiance aux Français sur l'écologie, une écologie durable, pas ces espèces d'originaux qui ont cassé les verres. J'ai des propositions et j'aimerais que les Français regardent mes solutions. Et quand ils vont voir la qualité du projet que je porte et la qualité des gens qui m'accompagnent, eh bien je pense qu'on peut changer les choses. Et je leur fais un appel à eux. Ne vous laissez pas intoxiquer et vous réveillez pas. Le 24 avril en vous disant « Ah mince, tiens j'aurais dû réfléchir avant de voter ». Ça fait 30 ans que vous votez pour les mêmes. Il serait temps de changer. Monsieur Dupont-Aignan, c'est une question qu'on pose à tous les candidats à l'élection présidentielle. Oui. Si vous n'êtes pas au deuxième tour de l'élection présidentielle... Je n'envisage pas cette hypothèse. D'accord. Au deuxième tour de l'élection présidentielle, je ne l'envisage imaginons une pas. hypothèse. Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Je ne l'envisage pas. Que ferez-vous? Parce que, je vais vous dire, pourquoi je refuse cette question. C'est parce que vous mettez dans la tête des Français qui n'auraient que ça comme choix. Et vous les conditionnez pour qu'ils votent ça au premier tour. Et ce faisant, vous interdisez aux Français de voter en leur âme et conscience. Eh bien, ce lavage de cerveau gigantesque, lavage de cerveau incroyable, sur toutes les chaînes de télé et de radio, c'est un lavage de cerveau. Et moi, je fais appel à l'intelligence des Français, à leur bonne conscience, à leur lucidité d'un vieux peuple millénaire qui a envie de vivre et qui n'a pas envie de partir dans des excès ou dans la médiocrité qu'on vit depuis 20 ans. Eh bien, je refuse ce conditionnement mental, médiatique et politique du peuple français. Je le refuse. Et je suis là justement pour l'éviter. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne veut pas m'inviter. Parce que cette dire question ça à TF1 le soir du débat, tour. ça gênerait beaucoup ceux qui sont autour de la table. Ah, ici, vous pouvez le dire librement. Hein. Et je vous en remercie. C'est pas la première fois qu'on vous reçoit. Et je le sais. La question vous sera posée le soir du premier tour d'élection présidentielle. Mais non, parce que vous y avez déjà réfléchi. Vous y serez. Monsieur Michael Samès, vous devriez poser la question aux autres. Qu'est-ce que vous faites s'il y a Dupont-Aignan-Macron? On leur posera. Et en tout cas, je peux vous dire que si c'est Dupont-Aignan-Macron, il y a beaucoup plus de chances d'éviter Macron que si c'est Fillon-Macron ou Le Pen-Macron. C'est vous le vote utile. Et paradoxalement, oui, ça vous surprend ce que je vous dis. Mais paradoxalement, le vote sera beaucoup plus utile en votant pour moi qu'en votant pour eux qui sont pas brillants
dans le paysage. Mais ça, on le refuse puisqu'on conditionne les Français en permanence. Il n'y aurait que ça comme choix. Eh bien, il y a M. Mélenchon, qui est un homme courageux, il y a M. Hamon, qui est courageux, il y a M. Macron, il y a M. Fillon, il y a Mme Le Pen et il y a moi. Il y en a déjà 6. Eh bien, qu'on nous laisse à armes égales au moins. On en est tellement loin. Merci Nicolas Dupont-Aignan. Je représente votre Merci. livre. Ah, oui, alors, mon agenda de président, ça sort le 8 parce mars. que je raconte ma présidence. Oui, oui, absolument. Pour faire mentir ceux 100 qui pensent premiers que jours. c'est terminé d'avance. Et même vos ministres pressentis. Merci à vous. La semaine prochaine, retour en studio à Mais je ne me Public laisserai Sénat. pas faire maintenant. L'invité de l'épreuve J'en de ai vérité sera Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du PS. Bonsoir à tous. Vos rendez-vous avec Public Sénat. Je suis une femme et j'ose me présenter. Première femme à se présenter à la candidature suprême, comme on dit. Oui, il fallait oser le faire. Et je l'ai fait d'ailleurs en m'adressant à toutes les femmes, pas seulement celles de la classe ouvrière. Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Qu'on puisse me faire un traitement particulier parce que je suis une femme, c'est une injure, c'est une infamie pour moi. Mes collègues étaient absolument fascinés. Ils étaient tout émoustillés. Personne n'aurait imaginé de dire le général de Gaulle se quasi-chauve. J'en fais aujourd'hui. Il avait une manière de parler que les femmes ont souvent en politique qui n'est pas la même. Il y avait le côté mère protectrice. On a beaucoup de mal à considérer qu'une femme qui entre en politique le fait de son propre chef. D'un côté, ils prétendent être heureux de voir des femmes se présenter à la présidence de la République, de l'autre côté, ils ne sont pas forcément prêts à voter pour elles. Un jour, je serai présidente, samedi à 22 h sur Public Sénat. Public Sénat, au cœur du débat.